Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du besoin d'estime de soi chez l'enfant, comment le satisfaire et quelles sont les choses à faire pour ne pas porter atteinte à ce besoin-là. La première des choses qu'il faudrait éviter, c'est la suggestion ou les suggestions négatives. Beaucoup de profs ou de parents, une fois quand ils vont recevoir une mauvaise réponse, par exemple, de la part de leurs enfants ou de leurs apprenants, ils vont les traiter d'imbéciles, de stupides, etc. Ceci n'a rien de fondé parce que les savants ont classifié plus de 7 et même il y a ceux qui sont arrivés à 9 types d'intelligence. Peut-être l'enfant, c'est pas son type d'intelligence, la matière en question ne fait pas partie de son type d'intelligence. Peut-être il est stressé ce jour-là, peut-être il pense à autre chose. Il y a mille raisons qui pourraient le pousser à donner une mauvaise réponse. Peut-être le prof n'a pas bien expliqué. Il y a mille raisons qui peuvent le pousser à ne pas donner une bonne réponse. Donc, si je le taxe d'imbécile, ça s'appelle une généralisation. Psychologiquement parlant, c'est une distorsion de la réalité. C'est-à-dire, je vais prendre un cas, je vais le généraliser et mettre une étiquette sur cet enfant. Le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Cette étiquette, elle pourrait rester avec l'enfant à vie. Et moi, personnellement, j'ai rencontré plein d'adultes qui n'arrivent pas à apprendre une matière, par exemple, à cause d'une professeure qui les a humiliés quand ils étaient enfants ou un professeur. Ça, c'est vrai, c'est du vécu. Donc, s'il vous plaît, sachez que vos interventions au niveau éducatif ne sont pas des choses que vous faites à court terme. Ça va rester à long terme avec les enfants qui seront adultes. Ça va influencer leur qualité de vie, leur personnalité. S'ils ont une bonne ou mauvaise personnalité, ça va influencer d'autres personnes. Donc votre intervention peut avoir des effets sur plusieurs personnes. Donc faites en sorte qu'elle soit la meilleure, s'il vous plaît. La comparaison à éviter. Plusieurs profs vont souvent dire regarde ton camarade, il a eu la note un A+, toi tu n'as pas eu, ou un 20 sur 20, toi tu as eu 3 sur 20. La comparaison n'est pas fondée non plus. Les parents qui disent aussi regarde ton cousin, il est accepté dans la meilleure école, toi tu n'es pas accepté. Chacun a sa passion, chacun a son vécu, on ne peut pas comparer. Donc chacun a ses défis. On ne peut pas réduire les choses à un résultat final. Et en plus, ça ne change rien. Si par exemple l'enfant n'a pas eu un bon résultat et son cousin en a un meilleur, lui dire regarde ton cousin, c'est pas ce qui va le motiver. Ça va le faire sentir comme inférieur à son cousin. Ça peut créer de la rancune, que ce soit envers vous ou envers le cousin. Et ça va rendre la relation aussi tendue avec le cousin. Donc tout ça, c'est à éviter. La violence, qu'elle soit verbale ou physique, l'humiliation à éviter, limiter son indépendance. Par amour, des fois, les parents veulent tout faire à la place de leurs enfants, veulent les protéger, veulent les surprotéger. Dès qu'ils vont, par exemple, tomber par terre, ils vont courir à leur secours. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Entre parenthèses, je vous raconte une petite anecdote. Il y a un coach de motivation américain, il apprenait à son enfant à conduire la moto, et il y avait sa mère qui regardait la scène. À un certain moment, ils sont tombés et la mère est venue en courant. Le père, il a vu que la mère était en train d'arriver. Il savait que la réaction de la mère, vu l'émotion, l'affection de la maman, allait paralyser l'enfant peut-être pour le reste de sa vie. Il s'est levé rapidement, il a mis son enfant sur la moto, il lui a dit accélère, et ils ont accéléré loin de la maman. Pourquoi? Pour développer ce réflexe de se relever après la chute. Mais s'ils étaient restés par terre et la maman allait venir, et qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Oh mon chéri, est-ce que tu vas bien? Etc. Ça va le paralyser, il va se sentir vraiment comme s'il est blessé, il est touché par 5 balles. Ça va rendre la chose plus grave et ça va le bloquer. Donc, limiter son indépendance, c'est des choses à éviter. Leur donner l'indépendance dans un cadre, bien sûr, tout en veillant à ce qu'ils soient en sécurité. La négligence de la curiosité, c'est à éviter. Vous savez, les enfants, ils posent beaucoup de questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Des fois, quand on est fatigué, on n'a pas envie de leur répondre. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on les néglige. Laisse-moi tranquille, ou j'ai pas envie de répondre, etc.
Peut-être si on est fatigué, il serait mieux de leur dire je répondrai plus tard à ta question ou essayer d'y répondre si on a les moyens, si on a les ressources. La surcharge. Il y a des parents ou des profs. Ici, l'exemple va être plus valable pour les parents. Ils vont surcharger les enfants. Il va avoir le foot, le full contact, le karaté, la musique, les langues, etc. Le principe est bon, mais si c'est beaucoup, l'enfant va être surchargé, va être stressé. Donc, on ne cherche pas à le surcharger. Il doit avoir un moment d'ennui où il ne fait rien. Parce que ça, c'est un moment aussi qui est constructif, qui est important pour son développement. Il ne doit pas être surchargé tout le temps. La surprotection, on en a parlé un petit peu en parlant de limiter l'indépendance. Et le contraire, l'ennui ou l'absence de programme, c'est-à-dire l'autre extrémité. S'il n'a rien, juste les études, il ne fait pas d'activité, ça aussi, ça bloque un peu son développement, son estime de soi. Pourquoi? Parce que quand il va parler à ses camarades, chacun a une activité, chacun fait quelque chose de différent. Lui, il se limite à l'école, il se sentira inférieur par rapport aux autres. Donc, c'était la liste des choses à éviter. Maintenant, quoi faire? Éloge des réussites et des essais. Si mon enfant ou mon apprenant apprend à écrire, s'il écrit bien, je l'encourage. Si il essaye d'écrire et il a des choses à améliorer, je l'encourage également. Parce que en encourageant les essais, qu'on va arriver à de meilleurs essais, qu'on va arriver à de meilleurs résultats. On a parlé tout à l'heure de ça, l'indépendance encadrée, dans un cadre qui assure la sécurité, le respect de son avis. Des fois, si on choisit un restaurant ou partir pour des vacances, etc., souvent on ne va pas poser la question aux enfants. Mais si on leur pose la question, ça leur permettra de se sentir valorisés, écoutés. La présentation. Quand je rencontre mes amis, je leur présente mon enfant. Si je suis prof, je le présente à mes collègues. Je leur dis, voilà, c'est un élève intelligent, c'est un élève fort, très actif en classe et qui pose beaucoup de questions. Il est quelqu'un c'est un élève sérieux et assidu. L'éloge en public et les affirmations positives. Lui rappeler les choses positives en lui et les lui enseigner. C'est-à-dire lui apprendre des phrases à se répéter qui vont être des affirmations comme l'apprentissage est bénéfique, j'ai une mémoire forte, je suis intelligent, j'ai appris beaucoup de choses, donc je peux en apprendre de nouvelles. Je peux échouer, mais j'ai l'obligation de continuer. Des phrases positives qu'il va mémoriser, qui vont être des accroches et des motivations sonores qu'il va se répéter chaque fois qu'il en a besoin. Donc, c'était la liste des choses à faire et à éviter afin de répondre aux besoins d'estime de soi de l'enfant ou de l'apprenant. N'hésitez pas s'il vous plaît à partager ça avec vos collègues, avec les parents. Et sur ce, je vous dis merci de votre écoute et à bientôt.